Chères auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue pour ce 5e épisode de cette série Golasso Scout qu'on a entamé il y a environ 4 semaines avec Alex, Dani qui a participé à notre épisode sur Benfica, pour faire le tour des centres de formation. Donc on a fait les 4 grandes centres de formation pour nos 4 premiers épisodes. Et bien sûr, on n'allait pas laisser les autres talents ne jouant pas dans ces 4 formations seuls, et on avait donc décidé, on a décidé donc pour ce 5e épisode de parler de ces talents portugais qui jouent à Guimarães, à Rio Ave, à Estoril, à Famalicão, parce que c'est aussi ces joueurs-là que les grands affrontent toutes les semaines, et c'est comme ça qu'on les découvre. Et il y a des joueurs aussi très très intéressants. Certains ont commencé déjà un peu se montrer en première et en deuxième division. Donc voilà, toujours les mêmes règles, dès 2001 jusqu'au 2004. Et avec moi, comme d'habitude, Alex. Alex, comment tu vas? Bonsoir à tous, ça va très bien. La Super League est morte, donc on est content. Et voilà. Ouais, on a fait un débat de une demi-heure lundi dernier pour que ça meure le Voilà. lendemain. Mais bon, il y aura encore des choses à dire sur ce débat dans les semaines à venir. Mais c'est pas le thème d'aujourd'hui, Alex. Le thème d'aujourd'hui, c'est de nos jeunes et nos jeunes au Portugal, hors grand, hors top 4. C'est le thème de ce podcast. En off, on disait qu'il y avait peut-être le plus de talent en 2001, parce que aussi c'est des talents qui arrivent il y en a certains qui sont arrivés en première ou en deuxième division. On a vu aussi pas mal en Liga Revelação cette année dans le championnat U23. Toi, premièrement, quel serait, parce qu'on va faire le même jeu, hein, quel serait le talent à suivre dans cette génération? Je sais que c'est pas facile parce qu'il faut mettre pas mal de clubs en jeu. Et après, bien Ouais. sûr, on fera comme les dernières fois, on mettra aussi en avant d'autres jeunes joueurs aussi très, très talentueux. Alors, il n'y a pas vraiment de crack dans cette génération en dehors des quatre gros. Mais pour moi, le joueur qui m'impressionne le plus depuis l'année dernière et surtout depuis ce début de saison, c'est Afonso Valente, qui est le capitaine du coup de Estoril des U23. Il vient d'être champion de ce championnat. Il est le capitaine du champion du championnat U23. Pour moi, c'est clairement l'un des meilleurs joueurs de cette ligue. Et c'est vraiment un milieu de terrain hyper complet, d'une qualité technique de très 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 bonne qualité, avec qui même sous pression, il perd jamais le ballon, il est très propre, c'est toujours très serein dans tout ce qu'il fait. En plus, il a un abattage physique énorme, il court beaucoup, il a un gros volume de jeu, donc c'est vraiment un milieu de terrain complet, un milieu de terrain que je pense que si j'aurais autre part qu'Estoril, il serait peut-être déjà appelé en sélection en U20, U19, etc. C'est vraiment un joueur pétri de qualité que j'aime beaucoup. Vraiment, ça a été mon coup de cœur de cette année, avec du coup Chiquinho qui joue. Mais on en reviendra. Du coup, on peut pas y revenir parce que lui c'est un 2000, Oui. mais Afonso Valente est un 2001. Donc non, vraiment, pour moi, c'est mon coup de cœur de cette saison de la Liga Révélation. Donc vraiment, pour moi, c'est le joueur à suivre de cette génération-là. Ouais, c'est vrai que c'était dur d'en sortir un, Alex, mais juste parce que tu as parlé de Chiquinho, mais on en parlera quand on fera notre podcast sur la fin de championnat 23. Et donc là, il pourra rentrer pas dans ce débat, mais on pourra en parler un peu de Chiquinho qui lui est un 2000, donc qui rentre pas dans notre catégorie. Il y a un joueur qui m'a impressionné parce qu'il a aussi joué en première division, c'est Luis Junior. Il est brésilien, mais c'est le gardien de Famalicão, qui aujourd'hui s'impose comme le gardien de Famalicão en équipe première. Et c'est vrai que c'est un gardien déjà en U19 qui était déjà très intéressant, enfin, déjà très très fort, même si déjà l'année dernière il joue déjà en U23 la majorité du temps. Et c'est vrai que c'est pas encore. Je sens qu'il y a une marge de progression dans tout ce qui va être tout ce qui l'entoure avec le jeu avec ballon et tout ce qui est la prise de décision, le jeu au pied et tout. Même s'il montre certaines qualités, mais c'est vrai que sur sa ligne, je trouve que c'est un gardien super impressionnant dans toutes les qualités du gardien. Un gardien assez rassurant pour son très très jeune âge, parce que ça reste un 2001, donc il a 20 ans. Et c'est peut-être dans cette génération-là le joueur qui m'a le plus impressionné avec Afonso Valente, comme tu l'as dit, mais c'était pour en mettre un autre en exergue. Je suis gentleman et je te laisse Afonso Valente pour le talent générationnel de cette année 2001. Et sinon, il y a un autre joueur aussi que j'aimerais bien parler, si tu veux en parler, c'est qu'on n'a pas vu cette année malheureusement, c'est Nilton Varela, qui lui déjà était là l'année dernière et qui était peut-être l'un des joueurs à suivre du côté, enfin, qui avait fait une très très bonne saison sur le côté gauche de la BSA de l'année dernière et qui malheureusement s'est blessé cette saison et n'a pas joué de la saison. Si je me trompe pas, il a joué aucun match cette année. Ouais, il s'est blessé, il s'est fait une grosse blessure en fin de saison dernière, après le restart. Du coup, ouais, c'est malheureux parce que c'était vraiment un bon petit latéral gauche qui avait déjà fait quelques sélections avec le Portugal. Mm-hmm. Donc c'est dommage, j'espère que ça le freinera pas trop pour sa progression. Ouais, c'est vraiment
technique, je trouve, pas un tout droit sur son côté gauche, un joueur quand même qui a aussi ce dribble intérieur qui lui permet parfois de faire de sacrées différences. Et c'est vrai que déçu de ne pas l'avoir vu cette année parce qu'il aurait fait du bien à la Bessade, même si Ruben Lima tient son couloir à gauche du côté de Lisbonne. Neveu de Varela, Afonso Valente, le frère d'Eduard Valente, un ancien joueur moins connu bien sûr, mais un ancien joueur d'Estoril aussi qui est parti à Chypre depuis, qui avait aussi quelques années un bon potentiel, il s'est absolument pas confirmé. Alex, et encore en 2001, qu'est-ce que tu as encore à nous concocter? Ouf, il y a vraiment beaucoup de Alors, joueurs, mais les fais pas on tous. va pas tout détailler, hein, donc on va faire une liste non exhaustive. Il y a Mamadou Tankara, que j'aime beaucoup à Guimarães, qui est, donc c'est monsieur Olivier Félix qui est parti le chercher à Drancy et que je trouve vraiment excellent avec les 23 de Guimarães. Un Fabio Ronaldo qui est joueur à Rio Ave, qui joue déjà avec l'équipe B de Rio Ave, donc en 3e division portugaise, qui est vraiment excellent. C'est un joueur d'ailier qu'on aime tous, un percuteur, dribbleur. Bon, il marque pas trop parce qu'il a que 13 matchs et 3 buts il a 13 matchs et 3 buts en deuxième division, enfin en troisième division, mais ça reste un joueur vraiment avec beaucoup de talent et je pense qu'il aura un jour sa chance en équipe 1 de Rio Ave. Alexandre Peñatra, Mathieu, Oui. qui est l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue Révélation et qui a été formé à Benfica et qui aujourd'hui s'épanouit à Famalicão. Des Gonzalo Taboasso qui a fait une grosse saison, un très bon gardien à l'échange. Nathan Santos à Boavista, Leandro Ferreira à Coimbra qui est pour moi un très bon joueur aussi assez sous-coté. Et enfin, le dernier que j'ai noté, c'est Brahima Sambou qui est donc titulaire avec la Bessade, enfin titulaire, qui joue avec la Bessade, du coup, la deuxième équipe de la Bessade, en troisième division. Donc vraiment un milieu de terrain pareil assez complet, qui peut jouer 6, 8. Mais voilà, c'est pour moi cette liste-là des joueurs qui m'ont plus tapé dans l'œil en dehors des trois gros. Donc, pourquoi si tu peux en rajouter, on parlait plus de détails. Bah, sur Nathan, il me semble qu'il a joué hier avec Boavista face à Braga, si je me trompe pas, sur le côté droit. Donc il a fait un bon match. C'est vrai parce qu'en plus il a remplacé Reggie Cannon, qui est peut-être le joueur qui était censé être la grosse révélation à ce poste au Portugal cette saison. Et bon, il a fait des bons matchs, mais c'est pas encore ça. Et Nathan a fait un très bon match devant Galeno. Bon, même si Galeno est dans sa période vraiment moins bien. Mais il a fait un bon match sur le côté droit hier, du côté de Boavista. Ouais, sinon j'ai pas d'autres noms à rajouter à cette belle liste. Alex, beaucoup de joueurs qui ont joué dans le championnat le championnat 23, la Liga Révélation cette année. Donc ça traduit aussi la très belle qualité de ce championnat cette saison qui nous ont régalé avec les championnats U19 et U17 qui n'étaient pas et U15 qui vont être bientôt de retour mais qui ne le sont pas encore actuellement, qui n'ont pas donc été durant toute cette saison. Alex, changement de génération, 2002, là aussi il y a un joueur, je sais pas si il y a un joueur qui a commencé à arriver du côté de Guimarães et qui fait très 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 bonne impression et on en parlera peut-être un peu, mais qui fait une super impression à ce poste de défenseur central du côté de Guimarães. Mais voilà, je te laisse. Quel est pour toi le talent générationnel cette année, en 2002? Tu parles sûrement d'André Amaro, mais moi j'ai voulu mettre en avant Guilherme Guedes qui C'était a. soit l'un soit l'autre. Je savais que tu allais dire. Donc vu que tu as commencé à parler d'André Amaro, je vais parler Vas-y, d'André continue. Guedes, comme ça je te laisserai la parole sur André Amaro. Mais quelle saison U23 de Guimarães, de Guillermo Guedes, qui a vraiment le meilleur joueur et le capitaine de cette équipe U23 de Guimarães. Il te fait 21 matchs, 3 buts, et il va finir la saison avec l'équipe B du coup en 3e division. Il a fait une apparition la semaine dernière. Vraiment un milieu de terrain box-to-box complet, longiligne, puissant. Il me fait vraiment penser à Adrien Rabiot avec ses caractéristiques de longiligne, qui avec ses grandes foulées, mais aussi très propre techniquement, qui a un gros abattage, qui fait vraiment beaucoup d'efforts, ce qui n'est pas vraiment le cas du français, mais bon, c'est un autre débat. Mais voilà, c'est vraiment un très bon joueur à suivre, qui pareil, je pense que si je jouais autre part que Guimarães, je serais peut-être beaucoup plus coté. Donc voilà, je sais pas s'il y a des sélections au Portugal, je crois que si, mais je suis pas sûr. Mais c'est vraiment un joueur qui je pense, devrait arriver dans l'équipe première de Guimarães dès la saison prochaine. Il a été convoqué l'année dernière en U19, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Mais oui, c'est vrai qu'André Amaro,
J'avais pas cette impression en U23. Enfin, je trouvais que c'était un très bon défenseur, mais ce qu'il montre depuis enfin, il avait déjà un peu la confiance de Jean Henrique avant son départ, mais là dans cette défense à 3 encore plus, c'est impressionnant. J'ai jamais comme en fait, parfois sur certains matchs, notamment le dernier face à Santa Clara, c'était limite un peu gênant de voir Georges Fernandez à côté de lui, parce que tu sens que Georges Fernandez c'est un défenseur limite de bloc bas, et c'est pour ça que enfin, c'est un peu ma marotte en ce moment sur les défenseurs, parce qu'on a tellement de problèmes à Braga avec ça. Et quand tu vois entre Amaro, bah, tu vois que certes il a 19 ans, oui, mais que c'est un garçon qui est fait pour défendre dans une grande équipe comme Guimarães, qui veut avoir son bloc parfois haut et qui veut défendre de grands espaces. Et Georges Fernandez a souvent été considéré comme un bon défenseur dans le championnat, notamment lorsqu'il était à Tondela. Mais le problème, c'est que défendre à Tondela, c'est pas défendre à Porto. Et souvent, quand on le voulait à Porto, bah, c'est peut-être pour ça que ça a un peu freiné les dirigeants de Porto, même s'il faut pas toujours croire leur analyse sur certains joueurs. Et c'est pour ça qu'il s'est important en Turquie, je pense. Et dans certains matchs, notamment au début de saison, que ce soit avec Thiago ou avec João Henrique, quand ça défend un peu plus bas, oui, forcément, ça met un peu plus en valeur les caractéristiques de Georges Fernandez. Et là, aujourd'hui, quand tu as un Bino qui veut jouer un peu plus haut, avec une défensive un peu plus haute, et bah, tout de suite, c'est plus compliqué. Il y a un entraîneur lui qui montre de très 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 bonnes caractéristiques à ce niveau-là. Et donc, c'est un joueur qui, vraiment, sur son entrée en première division, sur ces dernières semaines, m'a beaucoup impressionné dans cette génération 2002. Donc qui est peut-être l'un des seuls qui a déjà joué en première division cette saison dans ma liste. Alex, est-ce que tu as un autre joueur à mettre en exergue? Moi, je pensais aussi à Ryan Tig, le joueur de Famalicão. Il est australien. Mais Ouais. on a dit qu'on comptait les étrangers. Et Ryan Tig, lui, depuis qu'il est au Portugal, donc depuis 1 an et demi bientôt, il a fait de sacrées bonnes performances du côté de Famalicão, que ce soit en équipe U19 l'année dernière, ou cette saison U23 où Famalicão a fini 4e. Clairement, mais moi, si je devrais encore en citer un, du coup, bah, on va rester à Guimarães avec Eldarsa. C'est Aussi. vraiment pareil, une révélation pour moi. Je ne le connaissais pas forcément depuis cette année. Et en suivant sa saison, ça a été vraiment une révélation pour moi, vraiment un coup de cœur. Que ce soit, il a fait que 2 matchs avec l'équipe B, mais il a toujours été très bon. En U23, j'en parle même pas. C'était vraiment, c'est pour moi avec Abel Folia, le meilleur latéral gauche du championnat. Vraiment, voilà, une qualité de centre très bonne, défensivement c'est assez solide. Il a joué contre Tondela, il n'a pas été ridicule, loin de là. Il défend très bien, il est assez rapide. Et non, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Et, euh, et voilà, c'est la même génération que Nuno Mendes, donc tant mieux, il y a du potentiel à ce poste-là et c'est de bonne augure pour le Portugal. Ouais, à part que je serais pas d'accord avec toi, parce que pour moi, entre Abel Folia et Eldersa, il y a Leonardo Buta de côté de Braga, et je pense pas faire du corporatisme en disant ça, parce qu'il a fait une très 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 bonne saison. Il a fait une bonne Euh, saison, mais j'ai une préférence je, je- surtout pour Abel Ferrara, mais qui est plus vieux aussi, qui est plus. qui est à l'échange, et on en parlera dans quelques semaines. D'autres talents, donc oui, moi j'ai parlé de Ryan Ting, parce que t'as pas voulu en parler, mais c'est un peu comme Afonso Balian, c'est un joueur qui est aussi très complet, je trouve, qui, euh, qui, qui, qui ressort par bien sûr ses qualités avec ballon et cette capacité peut-être encore un peu plus qu'Afonso Balian à se projeter devant, à se projeter dans la surface adverse, et qui peut, je trouve, voilà, peut jouer dans un double pivot, peut jouer 6, peut jouer 8 dans un milieu à 3. Un joueur très complet, et aussi très complet voilà, dans ce travail défensif et voilà, dans cette capacité à mettre de la densité au milieu de terrain, l'Australien. Une excellente recrue de la part de Famalicão. Ça, c'est pas du côté des agents. Je trouve que c'est plus le côté quand même cellule de recrutement. Et ça a été, il me semble, si je me trompe pas, le plus jeune contrat pro de l'histoire du football australien il y a quelques années, donc en 2002. Et pas en 2002, lui de la génération de 2002. Et depuis qu'il est au Portugal l'année dernière, si le championnat U19 était évalué jusqu'au bout, il aurait fait une très très grosse impression, parce que déjà il était parti sur des super bases en début d'année dernière, et il a confirmé cette saison avec Famalicão, qui a fait une saison plutôt très correcte, même en finissant 4e derrière Braga, et l'échange. Donc vraiment une belle saison du côté de Famalicão, pour la deuxième équipe de Famalicão, et pour Yanti, qui pourquoi pas se retrouvera peut-être bientôt en équipe première vu sa courbe de progression. D'autres noms aussi, Alex. Moi, il y a 2 noms qui ressortent encore dans le championnat de la Liga Revelação, championnat U23. C'est Vando Félix, le joueur de l'échange, 18 ans, qui aussi fait partie des belles révélations, je trouve, que je connaissais pas avant cette saison, et qui a aussi été cet ailier qui a fait vraiment partie intégrante de la belle saison de l'échange, qui a fini 2e. Donc voilà, on est aussi très bon dans les espaces réduits, très bon
dans cette capacité à jouer depuis le couloir intérieur. Très très bonne technique, et ça a été un joueur aussi qui m'a fait qui m'a fait très plaisir cette saison, et très jeune au final, 2002. Et avant de te laisser la parole, un Francisco France, du côté de Maritimo, que je trouve aussi a fait une très bonne saison, même si Maritimo a fini dernier de la poule, de la deuxième phase, hein, de la phase de champion, mais lui a peut-être été le joueur le plus jeune de cette équipe, parce qu'il y avait beaucoup de enfin, entre guillemets de vieux joueurs, parce qu'on peut encore mettre des joueurs de 24, 20, on peut mettre, je crois, 2 ou 3 joueurs de plus de 23 ans dans les feuilles de match en championnat 23, et donc Maritimo était une des équipes qui a fait le plus ça. On a eu du Caio Sec, le deuxième gardien, 29 ans du côté de cette équipe, mais lui a été peut-être le meilleur de cette équipe, avec l'attaquant Kibé, et plus jeune, 2002. Milieu de terrain très complet aussi, peut-être un peu plus défensif et un peu plus milieu destructeur, mais avec une très très belle frappe de balle. Énorme but qu'il met face à Braga il y a quelques semaines, et un joueur aussi qui donne des garanties au milieu de terrain en termes d'équilibre, en termes de densité. Alex, si tu as d'autres noms à refaire sortir, c'est le moment, en 2002. Donc pareil, je vais rester encore sur Guimarães. Mais après j'en ai d'autres. D'abord, il y a Ibrahima Bamba qui m'a vraiment plu, lui, le terrain de Guimarães, qui a fait 12 matchs avec l'équipe B. Donc voilà, ça montre déjà le potentiel de faire autant de matchs à peine 19 ans dans un championnat aussi dur que la 3e division. Ça montre toute la qualité du bonhomme. C'est un milieu de terrain, pareil. J'aime pas les comparaisons, mais pour vous situer à peu près le style de jeu, c'est à peu près la Frankie de Jong, c'est-à-dire c'est très chaloupé, avec énormément de coups de balle, mais c'est voilà, c'est un peu box-to-box, mais qui a une très bonne qualité technique et de dribble. C'est vraiment un joueur que j'adore voir évoluer, qui était l'année dernière, il était en Italie, mais je sais pas dans quel club, je crois que c'est Vicelli, Provicelli, attends, faut que je recherche ça, mais je crois que c'est ça. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment pour moi aussi une révélation de cette saison, parce que je le connaissais pas avant cette saison. Il y a João Pereira, Jota, c'est un joueur que je suis depuis plusieurs années, parce que c'est un joueur qui était déjà appelé en sélection, qui n'a pas vraiment eu la progression qu'il aurait dû avoir, mais qui, João Pereira, du coup, de Guimarães, mais qui fait une très bonne saison aussi avec les 23. Et enfin, d'autres joueurs, voilà, Vando Félix, je l'avais noté du coup, mais tu l'as cité, Mathieu, donc tu en as très bien parlé, il a fait une super saison avec les échanges. Et enfin, il y a Francisco Pereira de Boavista, que j'aime beaucoup, par milieu de terrain assez longiligne, capitaine de cette équipe, qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs de cette équipe, Francisco Pereira. Et enfin, Thomas Gutiérrez de la Bessade, qui a énormément, qui a joué, qui a fait la plupart de ses matchs avec l'équipe B de la Bessade. Joueur déjà qui m'avait impressionné la saison dernière en U19, avec pas la Bessade, mais c'était avec Belenenses, la vraie équipe du coup, mais qui a dit que du coup, comme avec Sambou, qui a été ensuite transféré à la Bessade, c'est un joueur qui était suivi par l'Atalanta, et quand on sait que, quand tu vois le travail de l'Atalanta, généralement quand tu es suivi par cette équipe-là, c'est que tu fais du bon boulot sur le terrain. Donc voilà, après on pourra ajouter aussi Alejandro Gomez de Boavista, qui a déjà joué avec l'équipe 1, mais voilà, je préfère mettre en avant ces joueurs-là qui sont assez méconnus. Super Alex, je pense qu'on a été complet sur la génération 2002, une belle génération, avec des sacrés joueurs. Et tout de suite passons à la génération 2003, avec un talent qui est sur notre visuel, et qui est, si on fait toutes les générations confondues, peut-être, on se battra peut-être pour être le meilleur talent de toute cette génération hors grand, qui était sur la feuille de match hier du côté de Passos de Ferreira. Il n'a pas joué, il était sur la feuille de match, mais il est souvent sur la feuille de match, il joue pas beaucoup cette année. Et ça, c'est peut-être le problème, et on va peut-être en parler du côté de Passos, de ne pas avoir une vraie deuxième équipe, parce qu'au final, il n'y a pas de deuxième équipe à Passos, puisque les 19, c'était entre guillemets leur deuxième équipe, et ils n'ont pas joué cette saison. C'est Macho Jallo, Alex, un garçon qui, savoir qu'il est à Passos de Ferreira nous a longtemps surpris. Ils ont réussi à le faire signer professionnel, et aujourd'hui, c'est un des joueurs qui malheureusement n'a pas joué cette année presque, et qui a peut-être pas forcément été donc super bien géré, parce qu'un genre de ce calibre-là doit jouer à cet âge-là. Il est en 2003, il est l'un des plus jeunes buteurs de l'histoire du championnat portugais, parce qu'il a marqué en fin de saison dernière face à Gil Vicente, avec Passos de Ferreira. C'est donc voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce milieu de terrain très très fort, très fort même. Quel dommage, surtout je suis frustré en fait, parce que la saison dernière, premier match, il te joue contre Benfica, donc ça devient l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire à débuter en Liga NOS à 16 ans et quelques. Donc tu te dis que l'avenir est grandiose pour lui, donc voilà, tu t'es confiant. Au final, il joue quasiment pas de la saison, il joue un peu avec les 19, mais sans plus. Dernier match, il titulaire, il marque contre Gil Vicente. Il te fait un très bon match en plus, donc tu te dis encore une fois que cette saison 2020-2021 sera pour lui, qui va enchaîner les matchs, qui va enchaîner les minutes, et au final pas du tout, quoi, il joue pas, c'est une année blanche, donc on critique beaucoup la gestion de Benfica, de Porto, etc. Je pense qu'on peut aussi, là, comme tu as dit, critiquer la gestion de Passo, c'est surtout de Pepa qu'on en sens aussi, mais parfois quand il y a du mauvais, il faut le dire, qui a pour moi mal géré ce jeune, parce que
je dis pas qu'il doit avoir du temps de jeu, attention, ou tout le temps être titulaire ou quoi, parce que l'équipe tourne bien sans lui. Mais je pense que voilà, que 10 minutes par-ci, 15 minutes par-là, ça mangerait pas de pain. Donc non, c'est dommage de ne pas avoir vu évoluer cette saison parce que c'est vraiment un très bon joueur qui peut jouer partout, ailier, 8, 10, un joueur qui est puissant, vif. Voilà, j'espère qu'il aura un peu plus de temps de jeu la saison prochaine parce qu'il en faut. Il a un âge où il faut jouer, donc je suis d'accord avec toi, Mathieu. Il serait temps pour lui d'enchaîner les matchs, même si c'est pas forcément mais trouver une solution pour pas qu'il stagne, quoi, parce que là, un an sans jouer, c'est quand même assez beaucoup. Ouais, tu dis un an sans jouer, enfin c'est presque deux. J'ai pas, enfin Ouais. oui, on peut presque aller jusque là. Et quand Je sais pas si tu as sa fiche, le match, je vais voir combien de matchs il a joué la saison dernière. voilà, mais l'année dernière, il me semble qu'il joue plus en U19, mais c'est ça le problème de Passos. C'est ce qui va pas arriver l'année prochaine parce que l'année prochaine, il me semble qu'ils vont inscrire une équipe en U23 et c'est Ouais. aussi l'un des grands Il a avantages. 17 matchs avec Passos en U19 la saison dernière. Voilà, donc Donc ça va. il a joué en U19, mais c'est vrai qu'il y a eu la coupure aussi, donc de l'année dernière. Donc bon voilà, c'est un joueur que quand tu arrives, je trouve quand tu fais tu travailles autant pour le faire. Pour le faire signer professionnel, parce il me semble qu'il y avait la Juventus qui était intéressée, il y avait quand même pas mal de clubs qui étaient intéressés, donc des gros calibres qui auraient pu te l'amener sans forcément le faire jouer là-bas, hein, mais donc je pense qu'il a bien fait de rester sur le papier, c'est bien de rester à Passos parce que tu dis que tu vas avoir ta chance en équipe première plus rapidement, et au final tu l'as pas, et cette année, c'est vrai que le milieu à 3 du côté de. Même si, comme tu as dit, il peut jouer lié, mais je me dis que dans ce milieu à 3, ça aurait pu être un super remplaçant. Et au final, le remplaçant de un de ces joueurs-là, que ce soit Bruno Costa, Stack ou Luis Carlos, ça a été Diaby. Diaby s'est blessé il y a plusieurs semaines déjà, et au final, on a eu du Ibrahim et du Martin Calderon. Donc limite, il passe sixième dans la hiérarchie des possibles milieux de terrain. Et on oublie un peu les ailiers, parce que là c'est encore une autre concurrence. Donc ouais, je trouve que c'est dommage. Je sais pas, prêté à un club de deuxième division, mais est-ce qu'un club de deuxième division l'aurait forcément fait beaucoup plus jouer? Donc je sais pas, c'est vrai que créer une équipe juste pour lui, c'est peut-être compliqué pour un club comme Passos, mais comme je te l'ai souvent répété, c'est pas le club le plus pauvre du Portugal. Et donc de ne pas avoir déjà de deuxième équipe cette saison quand tu n'as pas de championnat de formation, je trouve ça un petit peu dommage, même si on a souvent loué, comme tu as dit Alex, leur très bon travail sur ces 2 dernières saisons cette année, mais côté formation, et donc un peu symbolisé par le cas Mathieu Diallo. Voilà. C'est un peu compliqué, de côté de Passos. Donc voilà, on aurait aimé le voir un peu plus souvent, surtout parce qu'il y a ce but face à Gigi Vicente et cette performance l'année dernière qui nous avait, enfin vraiment, je pense que tu as eu la même impression que moi, Alex. On s'est dit l'année prochaine, on va le voir beaucoup plus souvent, déjà en première division, et ça nous fera un bien fou de voir surtout voilà, c'est un peu le côté, tu vois, quand il y a un talent pareil dans un entre guillemets petit. Et c'est vrai qu'il y a souvent pas cette critique, mais ce côté au Portugal où c'est vrai que tout est polarisé par les 3 et maintenant peut-être 4 grands centres de formation au Portugal qui vont récupérer ces jeunes. Et tu dis que quand tu as un petit club qui arrive à le conserver, et quand ça un de ses joueurs, faut le faire jouer. Il faut pas le laisser stagner pendant autant de temps. Et ça donne, enfin, on se demande, même quand ils arrivent à conserver par la force des choses certains joueurs, si c'est pas pour les faire jouer après, c'est un cas qui est mal géré. Il est encore très jeune, comme on l'a dit. C'est un 2003, donc il a 17 ans. Il va avoir 18 ans cette année, donc il a encore du temps, mais on espère que cette saison-là l'aura pas fait stagner, parce que ce qu'il nous a montré avant, que ce soit en U17 ou en U19, c'était quand même du très 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 fort de la part de ce joueur du côté de Passos de Ferreira. Alex, si tu as quelque chose à rajouter, c'est le moment sur Mathieu Diallo. Sinon, si tu as d'autres 2003 à mettre en exergue, c'est maintenant. J'en pense à un en particulier du côté de Boavista, mais je veux pas t'ôter les mots de la bouche. Ouais, du coup, si on enlève Mathieu Diallo, je te laisserai parler de João Neto du coup, parce qu'il est passé par Braga. Mais si on enlève Mathieu Diallo, pour moi, le meilleur talent de cette génération, c'est Thiago Moraes. Depuis la saison dernière, j'ai même pas les mots tellement il m'a impressionné depuis la saison dernière, où il te plante 33 buts en 24 matchs en U17 avec Boavista. Cette année en U23, c'est 13 matchs, 3 buts. Il a déjà joué 3 matchs avec l'équipe première. Pour un 2003, c'est vraiment pas mal. Quel joueur, je pense que Mathieu, tu seras d'accord avec moi, c'est vraiment un joueur hyper agréable à avoir joué, tout petit, tout frêle, mais vif, technique, qui tient sur ses jambes. C'est vraiment pour moi un gros, 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 gros talent, vraiment. Encore une fois, si on enlève Mathieu Diallo, je pense que Thiago Moraes est le crack de cette génération. Il est en fin de contrat. Il va sûrement, du coup, s'il ne prolonge pas, partir de Boavista. Ça m'étonnerait pas que. J'aurais dit peut-être que Lille vienne le chercher, mais du coup, vu qu'il n'y a plus Lopez, etc., donc ça risque de pas se faire. Mais
il y a forcément un des 3 gros ou 4 qui va forcément venir le chercher parce que ce joueur doit rester dans le championnat et doit évoluer en Liga NOS parce que quel talent, vraiment quel talent de ce Thiago Moraes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je me souviens l'année dernière, c'était drôle parce que, enfin, il me semble que Boavista était pas dans bah non, Boavista est pas dans la première partie enfin, et pas dans la première phase en U17, parce qu'année dernière il était en U17 du côté de Boavista, et donc en fait j'ai regardé le classement à un moment de ces du classement à côté de l'autre phase hors Braga, et tu avais donc Thiago Moraes du côté de Boavista et un certain José Bic, que t'as parlé de Lille, José Bica qui joue qui était à Chaves l'année dernière, et tu dis c'était des gros scoreurs avant de les voir jouer, parce que c'est vrai qu'il marquait énormément de buts, tu as dit 33 buts pour Thiago Moraes, je crois qu'il avait aussi, et c'est pas des vrais neufs, et c'est ça qui est très drôle, et c'est un peu aussi comme Miguel Fallet, on en a parlé dans le podcast Braga, mais qui est un garçon qui en U15 a marqué 33 ou 34 buts aussi, et que on le retrouve en U17 pour le voir jouer, et au final on se rend compte que c'est loin d'être enfin c'est pas que des buteurs, mais c'est des vrais créateurs, et les trois ont le numéro 10 dans leurs équipes respectives en U17 l'année dernière, et c'était assez symbolique de ces garçons-là qui étaient des gros scoreurs, des gros finisseurs, mais qui avaient beaucoup de qualité. Championnat en fait, tu vois, c'est juste que ça montre qu'ils sont trop forts pour ce championnat. Ouais. Toi t'es pas un neuf et que tu marques autant de buts, mais Thiago Moraes il se régale quoi, il s'est régalé toute la saison et c'était trop facile pour lui cette phase-là parce qu'il était tout simplement au-dessus comme José Bica et Miguel Fallet tout simplement. Vraiment à cet âge, José Bica qui est Miguel Fallet qui est en 2004, et les deux étaient des 2003. José Bica qui a failli signer à Braga l'été dernier, j'ai un gros coup dans le dos de la part de Luis Campos, parce qu'il devait signer à Braga, il l'a récupéré dans les derniers instants du mercato, enfin pas dans les derniers instants, mais il l'a récupéré lors du dernier mercato d'été dernier, et oui, deux joueurs, enfin voilà, on met un peu José Bica pour en parler un peu, parce que peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à Lille pour en parler, mais c'est vrai que l'année dernière à Chaves il a été impressionnant, et voilà, à peu près avec les mêmes caractéristiques de joueurs qui vraiment participent énormément au jeu, qui décrochent et qui font jouer toute une équipe à cet âge-là, un peu à eux tout seuls, et qui marquent de lui vraiment excellent tireur de coup de pied arrêté aussi, Thiago Moraes, coup franc et tout. Il y a une vidéo si vous la cherchez bien, qui est sur son match face à Chaves l'année dernière où il marque un quadruplé en U17, parce que les matchs de titre de Boavista en U17 sont retransmis. Donc voilà, mais oui, il fait partie des joueurs très très intéressants de cette génération, qui a donc déjà joué en première division en 2003, tout comme Mathieu Jallo et comme aussi Rodrigo Gomez du côté de Braga. Il y en a quelques autres aussi enfin, je sais pas s'il y en a quelques autres en 2003 qui ont joué cette année en première division. Il y a des 2005, un certain Dario Esugo, mais en 2003, je crois que c'est les trois seuls, il me semble. Je suis dans mes notes, mais je crois pas. Pendant que tu cherches. Johnson qui a joué. Ah oui, Joel Samson, oui, bien sûr. Mais il n'y en a pas eu tant que ça au final. Ah si, il y a Jean Neto, bah oui, qui a joué l'année dernière déjà, ou cette année, je sais plus. Mais c'était cette année, oui, c'était cette année avec Jean-Pedro Sousa, face à Sporting, il me semble. Et je vais pas m'étaler trop longtemps parce que voilà, mais c'est un joueur qu'on a souvent répété, Alex, qui est sponsorisé par Nike depuis très très jeune, qui a commencé à Braga et qui joue un peu du côté de Famalicão, enfin qui a fait une entrée en jeu la semaine dernière, et qui, je trouve, depuis les U17 stagne et ne montre pas grand-chose. Miguel Ribeiro, le président de Famalicão, en a fait un futur ballon d'or. Je ne sais pas s'il a mis trop de pression, parce que Famalicão l'a volé à Braga, entre guillemets, lui a proposé un contrat professionnel très rapidement. Ça, au final, Braga s'est dépêché pour signer professionnel un certain Rodrigo Gomez, dont on a déjà souvent parlé, et André Ferrar, je crois, une semaine après. Voilà, c'était pas la politique de Braga de se précipiter sur les contrats professionnels, et c'est le départ de Jean Neto qui a fait ça. Donc il s'entraîne dans l'équipe première depuis longtemps, mais du côté de Famalicão, mais il joue pas tout le temps, et il joue même pas tout le temps en U23, il joue pas tout le temps même en U19 l'année dernière. Donc c'est un joueur géré un peu bizarrement de la part de Famalicão, qui a un peu une cote assez incroyable, et qui, je trouve, ne progresse pas vraiment, même si c'est vrai que depuis qu'il a Famalicão, c'est dur de le voir jouer. Donc c'est dur de le voir jouer, de le voir commencer des matchs. Donc voilà, donc attendons un peu, mais il avait plus de références il y a quelques années, quand il était notamment dans le championnat U15 du côté de Braga, qu'aujourd'hui en équipe première du Famalicão. Donc voilà pour Joneto. Alex, si tu as un autre joueur à mettre dans cette boucle de la génération 2003, c'est maintenant. J'ai deux joueurs à mettre en avant. Luis Mota de la côté de la Bessade. Pareil, une révélation pour moi, je ne le connaissais pas forcément avant cette saison. Donc voilà, qui est un très bon joueur, très bon attaquant, longiligne, qui porte très bien la profondeur. Il a 9 buts en 20 matchs de championnat U23. Il est ensuite monté avec l'équipe B, qui joue encore une fois en 3e division. Il est 11 matchs, 3 buts. Vraiment un très bon buteur, une vraie révélation pour moi, ce Luis Mota,
qui voilà, je pense pareil, ne va pas trop tarder à apparaître en équipe 1 parce que ça a l'air d'être un vrai bon attaquant complet, encore une fois, bon buteur, qui prend bien la profondeur, qui joue très bien de dos au but, un bon jeu de tête en plus, donc non, ça a été vraiment pour moi une bonne révélation. Et enfin, le dernier, c'est Bernardo Conceição, le milieu de terrain de Boavista, un gaucher, comme on aime voir, une grosse vista. Je me rappellerai toujours de son premier match contre, je crois que c'était contre Guimarães, il te fait un geste technique en passe décisive, c'était incroyable et je me suis dit waouh, quel joueur. Et ensuite, il te fait quand même une très bonne saison en U23. Il a été aussi convoqué avec l'équipe première. Un vrai bon petit gaucher, milieu de terrain qui distribue le jeu d'une façon très agréable, qui est vraiment très bon techniquement et qui, je pense, pareil, ne va pas trop tarder à avoir ses premières minutes en équipe 1 de Boavista. Et bien on espère la même chose pour tous les autres joueurs qu'on a cités, Alex, ceux qui n'ont pas encore eu cette occasion en équipe première. Et on va passer tranquillement, finir sur les 2004. Enfin, je suis pas allé jusqu'au 2005, je sais pas si tu as des 2005. C'est pareil, Thiago Moraes, mais c'est l'autre de Boavista du coup, Ah parce oui, qu'ils oui, sont deux. c'est vrai qu'ils sont deux, c'est vrai. Bon, on en parlera. Voilà. Thiago Moraes 2005, on passe donc directement au 2004 parce qu'il y a un joueur dont on parle depuis longtemps, Alex, quand même, qui est un joueur qui a enfin signé pro du côté de Guimarães. C'est peut-être l'un des seuls enfin avec Guilherme Guedes et peut-être André Amaro, mais plus ces deux-là qui ont donné vraiment qui ont montré des choses très 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 tôt, tout comme un certain João Rezende du côté de Benfica ou Vasco Sousa du côté de Porto. Ces deux-là, eux, sont partis chez les grands et pas Nabian. Nabian est resté 2004. Beaucoup de monde a été intéressé et au final, ils ont réussi à le faire signer professionnel. Et depuis, c'est des belles performances en équipe U23 cette année et aussi des belles performances en équipe B du côté des Guimarães, l'équipe B de Guimarães, dans le championnat de Portugal, donc la 3e division, où il a déjà inscrit un triplé à seulement donc 16 ans. Oui, 16 ans ou 17 ans. Non, 16 ans, il me semble. Peut-être 17, je sais plus. Je sais pas s'il avait 16 ou 17 ans au moment de son triplé il y a quelques semaines. Mais en tout cas, c'est peut-être le talent à mettre en valeur du côté des 2004, toutes générations confondues, pas que sur le podcast d'aujourd'hui, qui nous a parfois nous a laissé, quelle était vraiment sa marge de progression? C'est souvent la question qu'on s'est posée, Alex. Toi, aujourd'hui, avec cette saison, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, justement, ouais, c'est le point où j'allais en venir, parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup la question quand les joueurs comme ça sont aussi forts physiquement et autant au-dessus que les autres physiquement. Bah, on a un peu le cas avec Abraga, notamment avec Denis Pinto, qui voilà, physiquement il est beaucoup trop au-dessus pour son âge et du coup il marche sur tous ses adversaires. Et là c'était pareil pour Herculano Nambian. Il y a eu des polémiques, on va pas revenir là-dessus, où c'est certains entraîneurs adverses qui pensaient que c'était pas un 2004 qui était bien plus âgé, etc. Il était tellement au-dessus physiquement qu'il du coup il se régalait, donc c'était beaucoup trop facile pour lui. En U15, il te marque 34 buts en 36 matchs. Vraiment, c'était trop facile pour lui. Du coup, on avait un peu cette interrogation où on se disait, est-ce qu'il est vraiment fort parce que tout simplement, il est au-dessus physiquement et que du coup, bah, quand juste tu te reposes sur tes qualités physiques, forcément, quand tu arrives au-dessus, au plus haut niveau, bah, les qualités physiques, bah, elles font plus les différences car tu affrontes des gens de ton âge et de ton physique. Mais là, non, le Herculano Nabian fait une bonne saison, que ce soit en U23. Du coup, il affronte des joueurs de 20 ans, 19 ans, alors que lui, il a à peine âgé de 17 ans. Donc, il s'est très bien débrouillé. Il a lutté physiquement. Il fait que 4 matchs en Liga Révélation et il marque quand même 2 buts, donc un but sur deux, un but sur tous les 2 matchs. Et surtout, c'est là où je me suis dit que Pompano, c'était vraiment un vrai bon joueur, tout simplement, et peut-être même un crack, c'est que même en 3e division, il est pas au-dessus, mais il répond présent, c'est-à-dire qu'il a 15 matchs avec l'équipe B de Guimarães en 3e division, il a déjà 6 buts, donc pareil, c'est quasiment un but tous les 2 matchs, et voilà, physiquement, il répond présent, techniquement, il est pas maladroit, alors que c'est peut-être son axe de progression, la vivacité, pareil, c'est vrai que c'était un joueur assez lourd, mais qui progresse, j'ai l'impression vraiment dans tout ce domaine-là, donc non, on avait cette interrogation-là, et cette année, il a très très bien répondu. Je suis d'accord avec toi. Je me demande même si Guimarães achète des mauvais neufs depuis des années pour lui faire de la place un jour, tu vois. Faut se demander, mais oui, c'est une bonne nouvelle parce que pour Guimarães de l'avoir fait signer pro, parce que ça peut être si ça marche, et même si ça marche pas autant que ça fera comme une très belle rentrée d'argent dans quelques années. Mais c'est vrai que cette saison a donné, voilà, un peu répondu à nos interrogations, je trouve, Alex, avec que ce soit en U23 ou en équipe B, ouais, c'est vrai, ou oui, en équipe B, où je le trouve, oui, comme tu as dit, plus vif, même si
c'est son côté, voilà, le côté physique, le côté difficile à prendre au jeu est toujours là, mais donc il est toujours là, et donc ça c'est très positif. Mais c'est vrai que sur la vivacité il a conservé ce sang-froid et cette qualité dans la surface et ce positionnement dans la surface qui fait que ça reste il a tout pour être un buteur quand même de bonne qualité. Après, est-ce qu'il sera un très très bon buteur? Ça dépendra peut-être aussi des coachs qu'il rencontrera dans sa carrière. Mais il devient quand même une valeur sûre en 2004, enfin plus qu'en 2004, mais parmi les jeunes, notamment chez les jeunes de Guimarães, dont au final on a beaucoup cité de jeunes de Guimarães, ça c'est positif. C'est un centre de formation aussi qui progresse, qui a peut-être besoin de plus d'infrastructures. J'ai l'impression qu'en fait Guimarães vient un peu ce que Braga a vécu entre 2000 et 2014, c'est-à-dire il y avait des bons joueurs. Braga en 2014 gagne le championnat 19, mais il n'y avait pas forcément les infrastructures pour notamment les garder, et c'était un peu plus compliqué en termes de contrat professionnel. Et aujourd'hui, Guimarães arrive à faire cela. Et c'est positif pour le football portugais et pour ce club en général. Et Nabian fait partie un peu de ces symboles, capitaine en U23, il me semble. Donc ouais, un joueur vraiment intéressant, qui confirme les possibles interrogations qu'on avait sur lui il y a quelques années, parce que c'est vrai qu'en U15, c'était sacrément drôle la différence qu'il y avait entre les gens. On se demandait même pourquoi il joue pas plus haut tout de suite. Et c'est peut-être, on se demandait même est-ce que les éducateurs de Guimarães pensent que est-ce qu'il a vraiment le niveau pour jouer plus haut, ou est-ce que c'est juste physique, il n'y a pas trop d'espoir. Et au final, non, c'était la bonne stratégie, et le garçon progresse et a fait une bonne saison à seulement 17 ans, comme tu l'as dit, Alex. Il risque même d'être dans le groupe la saison prochaine en A. Je pense qu'il aura je pense que ce serait déjà trop. Enfin, après Guimarães, je dois encore se qualifier pour la 3e division de l'année prochaine, la Liga 3. Donc on verra. Mais même comme ça, oui, t'as raison. J'ai l'impression que c'est un peu déjà trop petit la 3e division s'il continue comme ça, oui. Est-ce que, Alex, pour conclure ce podcast, est-ce que tu as un 2004 encore à mettre en valeur? Parce que moi, à part Nabian, j'en ai aucun. Yep. Guillermo Coelho, joueur de Rio Ave, milieu de terrain, pareil, coup de cœur, je ne connaissais pas. Enfin, j'avais vu déjà un ou deux matchs l'année dernière avec les U17, oui, U17 de Rio Ave. J'avais vu une ou deux fois, mais comme je dis souvent, moi, je vais pas dire que je connais un joueur si je l'ai vu jouer qu'une ou deux fois. Mais cette saison, non, U23, il m'a régalé encore une fois. Il n'a pas beaucoup joué, il a fait que 10 matchs, mais à chaque fois que je l'ai vu, encore une fois, c'est vraiment très talentueux, c'est longiligne, c'est un terrain propre techniquement, qui pareil sous pression ne subit pas le jeu, quoi. C'est sous pression, il répond présent, il perd très peu de ballons, il joue vers l'avant. Voilà, c'est vraiment mon coup de cœur aussi de cette génération-là 2004. Vraiment, je pense pareil qu'il a un avenir. Il a un très grand avenir pareil, s'il progresse bien, parce qu'il a toutes les aptitudes d'un grand milieu de terrain s'il progresse bien. Super, Alex. On a terminé pour ce podcast, pour cette série Golasso Scout, sur les talents générationnels, à la fois donc des différents centres de formation au Portugal, enfin des grands centres de formation, top 4, Benfica, Porto, Sporting et Braga. Plus voilà, on a pris du temps pour parler aussi de tous les autres jeunes qui jouent et qui font vivre notamment le championnat U23 cette année, mais sur les différentes saisons dernières, le championnat U17 et U19. Et ça a été un plaisir de vous faire partager ça. Alex, merci beaucoup. À tous nos auditeurs. Le championnat de retour du Portugal, championnat des jeunes reviennent au Portugal, donc à partir de mai. À partir de mai. On sait pas, enfin, je sais pas exactement comment ça va se passer. C'est-à-dire que peut-être que le championnat de l'année dernière de l'année prochaine va commencer dès mai. On verra. Mais c'est une très très bonne nouvelle. On est dans le thème en plus de la formation. Et c'est vrai qu'on a eu l'info hier et on était sacrément heureux. Enfin, ils ont tous repris l'entraînement cette semaine. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à que les championnats reprennent aussitôt. Et au final, c'est une très très bonne nouvelle, et ça fait extrêmement plaisir un an et quelques mois, 1 an et 3 mois après que les différents championnats de formation portugais se soient arrêtés à cause de la pandémie qu'on vit depuis l'année dernière. Alex, merci beaucoup, finalement. Pour tous nos auditeurs, vous pouvez bien sûr retrouver donc ce podcast, les autres podcasts de cette série sur YouTube, sur nos différentes plateformes de podcast. Il y a le live de cette semaine avec un long live de 2 heures
Mais vous pouvez couper au bout d'une heure et demie parce qu'on a arrêté. Ça sert à rien de regarder notre débat sur le débat sur la Super League parce qu'elle n'existe plus, donc c'est cool. Voilà. Mais ouais, sinon, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à mettre un petit pouce bleu sur YouTube et à vous abonner. C'est bon pour nous. Et on se dit à la semaine prochaine, Alex, et très bonne soirée ou journée. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.